Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire sur le commerce équitable et les coopératives de circuit court, donc organisé par la Belgian Fair Trade Federation et ses partenaires. Un tout grand merci d'être ici présentes et présents. Un grand merci aux spectateurs et aux orateurs, aux oratrices. Donc il faut souligner que ce webinaire est enregistré et qui va faire l'objet donc d'une diffusion sur YouTube et sur différents supports du site de la Belgian Fair Trade Federation, bftf.be, du site du projet Fair Trade Schools and Universities, ftsu.be. Alors, la structure de la présentation du webinaire est donc la suivante. Donc je m'appelle Pierre-Yves Brasseur, je suis coordinateur de la Fédération belge du commerce équitable et je vais céder dans quelques minutes la parole à Patrick Veillard, qui est donc chargé de recherche et plaidoyer au sein d'Oxfam Magasin du Monde. Il va planter le décor, il va parler du commerce équitable Nord-Nord, du commerce équitable local et donc du secteur des coopératives de circuit court. Ensuite, on aura le plaisir d'entendre Pia Monville, qui est donc la coordinatrice de la coopérative Agricovert, qui est située à Jean-Blou et à Wavre, et Agricovert, qui est donc clairement un des pionniers parmi toutes ces coopératives de circuit court. Ce sera ensuite au tour de Catherine Massard, qui est donc chargée de mission et de communication chez Copesem, du côté de Florène, qui parlera donc de cette coopérative Copesem. Et puis, on aura le plaisir d'entendre Valérie Garnier, qui représentera WooCoop, donc une coopérative de Waterloo, qui a été fondée en 2017, tout comme Copesem, plus ou moins. Et après donc ces présentations des trois coopératives, eh bien, on aura un moment d'échange sous forme de questions-réponses. Il y a des questions qui ont été posées à l'avance par des étudiants de haute école, d'université notamment. Et si vous, au niveau des spectateurs, vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Donc voilà, je vais céder la parole à Patrick Veillard. T'en prie, Patrick, tu peux partager les slides. Merci Pierre-Yves, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc comme tu l'as dit, Pierre-Yves, je travaille comme chargé de recherche et de plaidoyer chez Oxfam Magasin du Monde. Et ça fait quelque temps maintenant que je... Pardon, c'est pas le bon document. Ça fait quelque temps maintenant que je travaille sur les circuits courts et les questions de développement de l'agroécologie en Belgique. Donc je vous propose de faire un petit peu le point sur ces questions-là. Euh, pardon. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, c'est parfait. Donc, je vous propose de faire un petit peu un tour d'horizon rapide de cette question des circuits courts, du commerce équitable Nord-Nord et des différentes alternatives qui existent en matière d'agroécologie. Donc, j'utilise le terme et le concept d'agroécologie car c'est un concept assez systémique et global qui nous permet d'appréhender plusieurs modèles différents. C'est un peu tout le travail qu'on a fait au sein de mon organisation sur ces questions ces dernières années et en collaboration avec une plateforme qui s'appelle Agroecology in Action. Donc, je vais juste présenter un tout petit peu en quoi consiste l'agroécologie et ensuite je pourrais passer directement à des choses plus concrètes, notamment les circuits courts. Donc l'agroécologie, c'est une notion qui remonte à plusieurs dizaines d'années et qui regroupe plusieurs aspects, notamment c'est une discipline scientifique à la base qui est surtout centrée sur sur les premiers maillons des chaînes, c'est-à-dire sur la production. C'est assez agronomique à la base, avec l'idée d'améliorer l'impact environnemental en appliquant des différentes techniques, par exemple de préservation des sols ou de ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques, donc planter des haies, utiliser des auxiliaires de culture. Donc c'est assez agronomique à la base, mais depuis quelques années, dizaines d'années même, il y a l'idée de d'étendre la notion d'agroécologie à l'ensemble des systèmes alimentaires et donc aux étapes de transformation et de distribution, avec aussi l'idée d'étendre
a d'autres dimensions que simplement la dimension environnementale, aussi les dimensions sociales et économiques. Et c'est ce qui nous amène à un peu ce graphe qui n'a pas pour objet d'être compris ici, c'est plus pour illustration, mais c'est une infographie qu'on a faite chez Oxfam Magasin du Monde qui illustre les 13 principes de l'agroécologie qui sont internationalement reconnus, où on voit que la partie basse, c'est plutôt la partie, on va dire, agriculture, avec des principes de biodiversité, de recyclage, etc. Et puis au-dessus, ben, on passe au système alimentaire et donc aux étapes de transformation, distribution, commercialisation, gouvernance aussi. Et donc c'est un peu ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un peu voir comment on peut développer différents modèles qui permettent de soutenir des modes de production agroécologique, notamment via des circuits de commercialisation plus équitables. Euh, Sachant que l'agroécologie en Belgique, à la base, elle bénéficie de très peu de soutien, notamment financier. Et je dis en Belgique, mais c'est pas, c'est quasiment, enfin, c'est partout pareil. C'est très, très répandu dans le monde. C'est très courant le fait qu'il y ait peu de soutien à ces alternatives. Le système conventionnel est majoritairement dominé par des pratiques, on va dire, agro-industrielles. Euh, Alors que, donc il y a un faible soutien financier, alors que les risques techniques et socio-économiques pour s'engager dans de telles pratiques agroécologiques sont très élevés pour les agriculteurs. Ça implique des changements de pratiques, des investissements dans du nouveau matériel plus adapté à ces pratiques agroécologiques, euh, des, euh, des pertes potentielles de rendement au moins les premières années, ce qui fait qu'il y a une nécessité de soutenir ces changements. Et sachant que le cadre financier et budgétaire est assez contraint et assez compliqué, à la fois au niveau belge et européen, il y a vraiment l'analyse et le constat qu'il faut développer des débouchés euh, à un prix juste pour assurer cette transition. Donc, arriver à développer des circuits de commercialisation qui permettent de sécuriser économiquement le développement de telles pratiques, enfin la transition agroécologique à- de manière générale. Alors, il y a différents modèles qui existent pour faire cette sécurisation économique. Et alors, une des questions qui se posent et que je vais essayer de développer un peu plus en détail dans cette présentation, c'est de voir comment on fait en sorte qu'il se développe, ce qu'on appelle, qu'il soit, ce on utilise comme expression, la mise à l'échelle, quoi. C'est comment faire en sorte qu'il gagne en volume et qu'il soit un peu plus simplement qu'une niche. Qui sont des niches qui sont intéressantes, mais qui manquent d'impact et qui peuvent parfois même justifier l'existence de la persistance de pratiques conventionnelles et du modèle classique, en fait. Donc, l'une des principales alternatives qui existent et qui ont été développées jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle des circuits courts. Et je mets slash de proximité parce que c'est des notions qui sont souvent un peu confondues et pas très bien comprises. Donc, je vais me permettre de faire une petite explication assez rapide. Donc, les circuits courts, il faut bien comprendre que c'est dans le terme le plus, enfin, dans l'acceptation la plus précise, c'est une notion de nombre limité d'opérateurs économiques. Donc, c'est vraiment la question du nombre d'intermédiaires qui se pose ici, avec comme présupposé que enfin, moins on a d'intermédiaires, meilleur sera la- l'impact économique pour le premier maillon que sont les producteurs et les productrices puisqu'il y aura moins d'accaparement de marge par des maillons, euh, on va dire, du milieu de chaîne, notamment en termes de transformation et de distribution. Donc il y a l'idée qu'on peut améliorer la marge des producteurs grâce à un nombre plus réduit d'intermédiaires. Donc au niveau institutionnel et officiel, il y a pas réellement il y a très peu de définitions, on va dire. En région Wallonne, ils ont quand même pris la peine de définir un circuit court comme étant un seul intermédiaire maximum. Euh, Au niveau de l'Union européenne, c'est une définition un peu plus large qui est donnée, euh, notamment par exemple ce qui s'appelle le Joint Research Center, qui définit les circuits courts
de manière un peu plus large, avec possiblement deux intermédiaires. Mais il n'y a toujours pas de notion de proximité géographique, par contre, et c'est là qu'on utilise le terme de proximité. On ajoute au circuit court le terme de proximité. Donc, on a ce qu'on appelle des circuits courts de proximité ou locaux, avec une dimension spéciale qui se rajoute. Euh, la notion de localisme et de dimension spatiale est à nouveau assez peu définie. Mais l'Union européenne définit à nouveau un rayon de 20 à 100 km pour parler de proximité, pour évoquer la notion de proximité. Mais ça va varier d'un pays à l'autre, en fait, en fonction des espaces géographiques. Certains pays comme la France ou l'Allemagne sont évidemment beaucoup plus grands et donc c'est un peu élastique comme notion. Euh, donc les forces et faiblesses des circuits courts de proximité, clairement c'est une alternative qui s'est développée de manière importante en Europe et en Belgique, notamment dans le cadre plus général de l'économie sociale, avec beaucoup de plus-values sociales existantes, notamment des contacts accrus entre mangeurs et producteurs, le fait que ça renouvelle les liens entre ville et campagne, que ça revalorise le métier d'agriculteur et d'agricultrice. Euh, tout ça, encore une fois, inscrit dans les principes de l'économie sociale, généralement, et donc qui permettent de garantir, en matière de gouvernance, par exemple, des principes tels que euh, une personne, une voix, et qui permettent de vraiment avoir une approche de démocratie alimentaire particulièrement intéressante. Il y a aussi des notions de prix justes qui sont souvent dans les coopératives, mais ça, j'imagine que ce sera détaillé plus tard par les autres intervenantes, qui sont fixées par et ou en accord avec les producteurs et les productrices. Donc il y a cette notion de relation équitable qui est fort développée et qui permet de mieux soutenir les producteurs et les productrices. Par contre, en termes de faiblesse, on peut quand même souligner qu'il y a des limites en termes de volume ou de type de produit. Donc de volume, c'est-à-dire de capacité à nouveau, et comme je l'expliquais en début d'introduction, limite en termes de capacité à passer à l'échelle, donc à fournir suffisamment. Même des grosses coopératives telles que Paysans Artisans ou Agricovert, ou, enfin, ou celles qui vont être détaillées plus loin, finalement représentent toujours une très faible proportion de la consommation alimentaire totale en Belgique, hein, qui est vraiment dominée par la grande distribution. À peu près 80% de l'alimentation en Belgique passe par la grande distribution. Donc il y a vraiment une question de mise à l'échelle à nouveau qui est assez problématique. Et puis par ailleurs, il y a souvent des problèmes de temps, de compétences, de manque de main-d'œuvre et d'infrastructures, tout un écosystème en fait qui n'est pas assez développé et qui peuvent limiter la plus-value économique des circuits courts pour les agriculteurs et agricultrices qui se lancent dans la démarche. Quand je parle de temps et de compétences, il faut bien se rendre compte que quand un agriculteur se lance dans de la vente directe ou un magasin à la ferme, ça pose évidemment des problèmes d'investissement et à la fois en temps et en ressources pour développer cette, cette partie supplémentaire du métier qui est déjà extrêmement complexe et à laquelle il faut rajouter des compétences en matière de vente, d'organisation logistique, tout ça sans même parler du temps de travail. Donc il y a clairement un nœud à résoudre ici aussi, de manière générale, pour mieux soutenir les agriculteurs et agricultrices se lançant dans ce type de démarche. Et puis au niveau environnemental, la littérature scientifique montre qu'il y a quand même des problèmes d'optimisation logistique dans les circuits courts, notamment en termes de transport, qui font que on peut avoir des émissions, par exemple, de gaz à effet de serre qui peuvent être parfois pas optimum du fait que on a on n'a pas les économies d'échelle qui sont observées dans des circuits plus longs qui sont malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire qui sont optimisés de manière à réduire les coûts et les émissions liées au transport. Euh, Même si on peut quand même souligner que le transport ne représente qu'une faible part des émissions totales liées à un produit, hein. C'est surtout les modes de production qui jouent sur les émissions. Mais reste il y a sans doute quand même un travail à faire en termes d'optimisation logistique dans les circuits courts. Et c'est justement ce que font ou ce qu'essayent de faire pas mal d'acteurs en Belgique.
notamment par exemple à travers la construction et le développement de hubs logistiques qui vont être des points névralgiques qui permettent d'optimiser les questions de transport dont je parlais tout de suite, en stockant, réfrigérant, transformant des produits frais qui peuvent être transformés et en permettant d'optimiser les circuits, que ce soit en B2C, donc en business, de business to consumer, ou en B2B, en business to business, pour limiter les déplacements. Donc il y a une structure qui s'appelle 5C, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte de fédération des coopératives en circuit court, des acteurs territoriaux, qui fait pas mal ce travail d'échange de bonnes pratiques, de planification concertée des cultures, finalement de concertation entre les acteurs pour les faire en sorte qu'ils mutualisent leurs moyens, leurs ressources et bénéficient davantage des économies d'échelle en Wallonie pour rendre un peu plus, enfin, améliorer l'efficacité de ces pratiques. Euh, j'ai fait ces recherches il y a quelques années déjà, donc peut-être qu'il y a eu des évolutions depuis, mais il était question d'outils partagés de vente en ligne, de référentiels et indicateurs communs qui étaient en cours de développement. Et ça, c'est des exemples d'autres pratiques qui peuvent être optimisées. Euh, Peut-être que les autres intervenants pourront partager davantage ce qui a été fait dans ce domaine. Mais c'est, c'est pas tout à fait d'actualité, je pense, mais ça peut être intéressant d'avoir une réflexion aussi sur ces questions-là. Alors, face à ces constats, il y a une série d'acteurs qui essaient de trouver des alternatives, et notamment en France, il y a un secteur du commerce équitable dit Nord-Nord qui est très développé et qui permet de résoudre certains des problèmes qu'on a constatés. Donc, le commerce équitable Nord-Nord, c'est quoi? C'est l'idée d'appliquer au contexte belge et européen la notion, enfin, le concept de commerce équitable qui, je pense, est assez connu, hein. Le commerce équitable Nord-Sud, ça existe depuis des dizaines d'années, des décennies, et c'est l'idée d'avoir des garanties économiques, principalement, dans des cahiers des charges, le plus souvent, qui précisent des critères de type préjuste, dont on a déjà un peu parlé, mais aussi relations commerciales de longue durée, l'octroi d'une prime de développement, par exemple, pour soutenir des projets collectifs de producteurs, le soutien à l'organisation collective des producteurs. Voilà, il y a toute une série de critères qui existent dans le commerce équitable Nord-Sud depuis longtemps et qui ont été appliqués au Nord-Nord, donc en Belgique et en Europe, avec l'idée que la précarité du monde agricole doit aussi faire l'objet d'un soutien et de pratiques telles que le commerce équitable. Et donc, pour revenir à cette question du développement du secteur, le constat de certains acteurs, tels que le cofondateur d'Etikab ici, c'est que sur la proximité, donc sur les circuits courts dont on parlait tout de suite, on va avoir des bons prix, mais de petites quantités, de par les problèmes d'échelle dont on parlait. Et en chaîne longue, ça va être le contraire, on va vendre de gros volumes, mais à des prix non satisfaisants. Et le commerce équitable Nord il essaie de se placer un peu entre les deux, en offrant des garanties, en sécurisant économiquement, souvent via des labels, la relation commerciale, souvent sur des tailles moyennes, à la fois de fermes et d'acheteurs, pour améliorer et augmenter la rémunération globale des producteurs. Donc c'est quelque chose qui est assez développé dans certains pays, notamment la France, pas encore trop en Belgique, même il existe des initiatives telles que le préjudice producteur donc ça, c'est un label, le prix juste producteur, géré par le Collège des producteurs, qui est une institution parapublique, et qui permet d'imposer sur un certain nombre de produits, de garantir une démarche commerciale équitable, centrée beaucoup sur le préjudice, comme son nom l'indique, sur le calcul d'un préjudice notamment, via une méthodologie bien précise, et qui permet davantage, et qui cherche à davantage inclure, surtout en particulier, le temps de travail des agriculteurs, qui est souvent négligé et sur base d'une convention collective, permet de garantir un meilleur prix, en fait, entre le premier acheteur et le producteur. Et puis, il y a une initiative telle que le Ferbel qui a été créée dans les années 2010, suite à la crise du lait, où il y avait des prix du lait très, très faibles.
et donc qui a amené un certain nombre de producteurs de des provinces du Luxembourg surtout, à créer une coopérative qui cherche à euh, améliorer le prix octroyé à ses membres via un système de primes et de prix supérieurs. C'est pas mal développé maintenant et vous avez sans doute vu ce produit en grande distribution. Et donc, c'est une pratique qui peut être intéressante à examiner, mais qui présente le défaut, et à l'instar de celle que j'ai présentée avant, le préjudice producteur, de ne pas inclure de critères environnementaux dans la démarche, ce qui est un peu problématique, puisque finalement, ça revient à soutenir des pratiques euh, qui peuvent avoir un impact environnemental et donc des coûts cachés, ce qu'on appelle les externalités sanitaires ou environnementales, et donc qui amènent finalement à soutenir des pratiques qui sont coûteuses au final. Ça, c'est un aspect. Et puis, quelque part, il y a aussi le problème de la double certification pour ceux qui veulent, pour les agriculteurs et agricultrices qui veulent se lancer dans une double démarche à la fois euh, environnementale et enfin, écologique et économique. Donc, il y a un certain nombre d'agris qui font la double certification, mais ça représente des coûts et un temps administratif supplémentaire par rapport à des labels qui combineraient les deux types de critères. Et donc, ça peut être intéressant de chercher à avoir la double démarche, c'est-à-dire d'être dans une logique de contrat finalement entre les acheteurs et les agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques plus agroécologiques et donc meilleures pour l'environnement. Et ça, c'est ce que font certains des partenaires. Donc là, je donne plus des exemples propres à notre structure, Oxfam Magasin du Monde, où on a développé quelques produits et filières de commerce équitable Nord-Nord, notamment avec une ferme qui s'appelle la ferme de Grange, qui est très avancée en agroécologie. C'est ce qu'on appelle de l'agriculture biologique de conservation. Donc à la dimension biologique, on ajoute une dimension conservation, c'est-à-dire meilleure santé des sols, en utilisant différentes techniques, pratiques agronomiques qui fait que c'est une ferme qui est très avancée en agroécologie et qui, en plus de ça, transforme son blé en farine, enfin son blé et son épeautre en farine, qui a donc progressé dans sa chaîne et ce qui permet de mieux rémunérer les fermiers qui sont à l'origine de l'initiative. Donc, il y a un partenariat avec Oxfam qui est en économie sociale et donc qui garantit des conditions commerciales équitables. Donc, on a au final une chaîne qui est agroécologique sur l'ensemble des maillons, le tout à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un exemple de chaîne qui nous semble intéressant à développer et utiliser comme exemple pour d'autres, d'autres pratiques. Un autre exemple qu'on a essayé de développer, c'est l'exemple des chips rebelles. Là, c'est un exemple intéressant plus sur le fait qu'ils ont essayé de valoriser une démarche dans un secteur vraiment difficile, qui est celui de la pomme de terre, où il y a énormément d'utilisation de pesticides et qui est très axé vers l'exportation, notamment pour le secteur des frites congelées. Et ici, on a vraiment un collectif qui s'est regroupé pour valoriser des pommes de terre biologiques, cultivées en agriculture biologique, et qui, pour valoriser les invendus, ont acquis un outil de transformation pour fabriquer des chips, donc ces fameux chips rebelles, et donc avec une dimension équitable, puisque le fait d'avoir un collectif et de maîtriser la transformation des produits permet de capter une meilleure marge et finalement d'équilibrer hein, la valeur sur l'ensemble de la chaîne, d'avoir plus de valeur ajoutée pour ce premier maillon qui est celui des producteurs. Et alors un dernier exemple que je voulais donner, c'est l'exemple d'une initiative qui se développe très fort en Belgique francophone, surtout c'est celui de Farm for Good, qui est encore un autre modèle. Donc j'ai parlé des circuits courts, j'ai parlé du commerce équitable Nord-Nord. Ici, c'est un modèle qui est un peu plus volumique, un peu plus à grande échelle, qui concerne des entreprises qu'on va dire territoriales de taille moyenne, du type Bister, comme je montre ici en exemple. Donc c'est quelque chose d'un peu moins radical que les modèles présentés auparavant, mais qui se veut
plus en capacité de développer des gros volumes. Donc on est sur des structures de taille intermédiaire et régionale où on crée des partenariats, où on cherche à vraiment améliorer un maximum la transparence et le dialogue, la coopération entre acteurs hétérogènes. Donc ça va être des PME, donc comme je disais, Bister, et avec des artisans, avec des fermiers. On va tous se mettre ensemble et on va vraiment chercher à améliorer un maximum le dialogue pour identifier les besoins respectifs de chaque acteur et faire en sorte que, à nouveau, les risques et la valeur soient mieux répartis au sein de cet écosystème qui se veut territorial, donc ici vraiment à l'échelle de la Wallonie, et qui permet de vraiment développer le secteur. Donc on passe d'une nébuleuse du circuit long, quand je montre ici dans le graphique, à gauche, un système où on a vraiment un dialogue avec des flux d'informations et monétaires qui sont beaucoup plus importants, enfin, beaucoup plus transparents en fait, et qui permettent de mieux équilibrer le tout. Donc ça, c'est un autre modèle qui pourrait permettre de développer le secteur et qui fait l'objet de recherche et de développement en Wallonie. Donc en conclusion, l'idée c'était de présenter différentes manières de commercialiser finalement des produits agroécologiques. Ce qui est vraiment important à retenir ici et qui est commun à ces différents modèles, c'est l'idée qu'il est absolument essentiel d'avoir un équilibre en fait, un bon équilibre entre l'amont et l'aval, c'est-à-dire d'avoir des engagements qui formalisent d'une part le développement de pratiques agroécologiques du côté des producteurs, donc ça c'est l'engagement des producteurs à améliorer leurs pratiques pour diminuer leur impact environnemental, hein, et finalement assurer l'approvisionnement, sécuriser l'approvisionnement, améliorer la résilience finalement des modes de production. Et du côté de l'amont, c'est-à-dire des transformateurs et distributeurs, il est nécessaire qu'il y ait un engagement équitable pour rémunérer ces changements de pratiques et pour couvrir les risques que ces changements de pratiques impliquent. Et donc ça, c'est vraiment la notion clé à garder en tête pour ces différents modèles. Il faut absolument qu'il y ait cet équilibre et cette formalisation de la relation commerciale entre les acheteurs et les producteurs. Et donc en soutenant ces différents modèles et en les combinant à des politiques de la demande, c'est-à-dire des politiques qui cherchent à, à faire en sorte que la demande augmente, la demande pour ces produits-là, agroécologiques, circuits courts, etc. Donc ça peut être des marchés publics, ça peut être le soutien à la restauration collective, comme ce qui est fait en région wallonne par une structure qui s'appelle Manger Demain notamment, qui a tout un programme de soutien des cantines scolaires, etc. Ou même une approche encore plus radicale qui est celle de la sécurité sociale de l'alimentation, qui cherche à créer une huitième branche de la sécurité sociale qui permettrait d'assurer à tout le monde de manière universelle un montant forfaitaire de par exemple 150 euros par mois pour acheter de l'alimentation dans des magasins conventionnés, c'est-à-dire des magasins qui respectent des critères d'alimentation durable. Donc avec ce type de politique de la demande combinée à ces différentes initiatives dont on a parlé de commercialisation, on pourrait arriver à mettre à l'échelle, à développer des filières agroécologiques au sein de systèmes alimentaires qu'on va chercher à reterritorialiser, c'est-à-dire à faire revenir à l'échelle des territoires dans un domaine, dans une région, un espace bien précis pour assurer des fonctions de résilience et de souveraineté alimentaire, de sécurisation des approvisionnements qui sont cruciales à notre époque, quoi. Le problème, c'est quand on regarde ces différents modèles, c'est comment faire en sorte qu'on perde pas un peu de vue l'ambition agroécologique initiale. C'est une forme enfin, le risque typique du greenwashing ou de perte de sens qui se passe souvent quand on cherche à développer ou à mettre à l'échelle des initiatives. Et donc ça, c'est l'objet de tout un travail qu'on fait en ce moment avec une plateforme qui s'appelle Agroecology in Action et où on réunit toute une série d'acteurs de l'alimentation durable et agroécologique en Belgique pour voir comment résoudre cette équation-là dont je vous ai parlé, c'est-à-dire
de développer les volumes tout en restant suffisamment radical et ambitieux pour respecter les critères de l'agroécologie. Voilà, je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Patrick, pour cette mise en contexte plus qu'intéressante. Je suggère, je vais donner la parole à Pia Monville, donc, qui est coordinatrice de la coopérative Agricovert et donc pionnière du secteur des coopératives de circuit court. Merci Jean-Yves. Je n'ai pas de petite présentation PowerPoint, donc je vais vous parler comme ça. Et je suis contente que la dernière présentation se soit terminée sur sur les deux mots ambitieux et radical. Je trouve ça important. Voilà, je vais vous présenter notre coopérative en quelques minutes. Donc, Agricovert, c'est une coopérative qui existe depuis 2010. On est installé à Gembloux et on développe nos activités sur l'axe Namur-Bruxelles. On est une coopérative à finalité sociale composée de producteurs et de consommateurs. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de producteurs coopérateurs et une quarantaine de producteurs partenaires et 1800 coopérateurs consommateurs. Les deux finalités sociales de la coopérative, c'est de distribuer, promouvoir et sensibiliser les citoyens à la production circuit court en agriculture biologique. Nous, on travaille uniquement avec des produits bio. Les producteurs peuvent rentrer dans la coopérative, mais ils ont 2 ans pour se mettre en ordre au niveau de la certification. Mais donc, on est là aussi pour les aider et les accompagner à sauter le pas. La deuxième finalité sociale de la coopérative, c'est toutes les activités qui sont liées autour de l'insertion, la réinsertion et l'inclusion. Donc, la coopérative a pour visée de créer de l'emploi peu qualifié au niveau local. Donc, l'entièreté de l'organisation d'Agricovert est faite non pas sur du travail bénévole associé à du travail salarié, puisque notre visée, c'est de créer de l'emploi. Tout notre système et toute notre organisation est faite sur de l'emploi salarié ou indépendant. On ne travaille pas avec des bénévoles à la coopérative. Et les valeurs qui sont reprises dans nos statuts et autour desquelles on développe toutes nos activités, c'est solidarité, force du collectif, diversité, équité, respect, confiance et résilience. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On rassemble une communauté d'une quarantaine de producteurs qui sont actifs au jour le jour dans l'organisation quotidienne de la coopérative, plus une trentaine de coopérateurs partenaires qui ne savent pas être là parce qu'ils sont à l'étranger ou parce qu'ils sont trop loin géographiquement. Et on rassemble toutes leurs marchandises pour pouvoir les distribuer sur l'axe Namur-Bruxelles. Et donc, notre but, c'est de rémunérer comme il faut le producteur, offrir un prix juste aux consommateurs et offrir des conditions de travail, des bonnes conditions de travail à tous les travailleurs. Et donc, en fait, on est inscrit dans une volonté d'économie sociale et on met ça en pratique au jour le jour et on fait ce qu'on appelle une distribution en amont de notre bénéfice. Donc, en fait, on ne travaille pas comme une entreprise, entre guillemets, capitaliste, où on ferait, voilà, l'activité de l'année a généré tel bénéfice qui va être distribué aux actionnaires. C'est au fur et à mesure de l'année et de l'activité qui se présente, ben, les bénéfices retirés de l'activité sont distribués au jour le jour à travers une rémunération correcte du producteur, à travers une proposition juste du prix aux consommateurs et à travers la création d'emplois de qualité au sein de la coopérative. Donc, ben c'est comme si je reviens par rapport à la présentation précédente, je me suis dit, ben voilà, à notre petite échelle, on fait du commerce équitable Nord-Nord avec les producteurs, les consommateurs et les travailleurs de la coopérative.
Voilà. Donc, on fait du circuit court, mais ce n'est pas parce qu'on fait du circuit court qu'on ne vend pas des produits du Sud, puisqu'on essaie de se mettre et on est pour le dialogue et la solidarité entre tous les producteurs, qu'ils soient du Nord ou du Sud. Et c'est pour ça qu'on travaille activement avec Oxfam, Eticable, Incampania, Shorty. Et donc, dans nos magasins, on trouve aussi des produits du Sud issus du commerce équitable. Et donc, on a tout un volet de notre activité qui est vraiment du commerce, puisqu'on a plusieurs magasins. On a un site de vente en ligne où on fait du B2C et du B2B. On a un volet de nos activités qui est plus de la sensibilisation, l'intégration, la réintégration, l'inclusion et l'essaimage. Donc, comme Patrick a dit, ben, évidemment, on a à un moment donné, on est limité dans la façon dont on sait grandir et dans les volumes qu'on sait sortir et qu'on sait distribuer. Et donc, comme on s'est rendu compte très vite de cette limite-là, on s'est dit, ben, donc ce qu'on veut faire, c'est aussi donner une partie de notre énergie, une partie de notre temps et une partie de notre argent à essaimer notre modèle. Et donc, ben, bien sûr, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais donc en 2010, il y avait peut-être 2 ou 3 coopératives de circuits courts et aujourd'hui, en 2025, il y a plus de 40 membres dans les 5C. Donc, cet essaimage a été bien suivi et positif. Voilà. On a aussi tout un autre accès à la coopérative qui vise à développer le segment de l'alimentation de qualité pour tous. Et donc là, on a 2 angles d'attaque, un angle au niveau de la pauvreté, un angle au niveau de la santé. Alors, au niveau de la pauvreté, ben, on participe à tous les projets de sécurité sociale de l'alimentation à travers notre ASBL et on distribue chaque semaine des paniers solidaires avec la Croix-Rouge, avec les Restos du Cœur. On travaille en étroite collaboration avec la toute nouvelle épicerie sociale qui vient d'ouvrir à Jean-Blou. Et alors, on a aussi, depuis le mois de novembre, créé un tout nouveau projet qui s'appelle Mini Pouce. Et ce projet vise à distribuer gratuitement à toutes les femmes enceintes un panier de légumes chaque semaine entre le 3e et le 9e mois de la grossesse. On a repris en fait un projet qui est né en France et qui s'appelle l'Ordonnance verte, qui est né à Strasbourg. Et donc, on fait ça pour l'instant sur la commune de Jean-Blou, d'Aiguezé et de Cours-Saint-Étienne, en espérant pouvoir étendre ce projet sur l'ensemble de la Wallonie avec l'aide des pouvoirs publics et des mutuelles. Voilà. En gros, un brossage de toutes nos activités et de notre raison de vivre et de pourquoi on se bat. Merci beaucoup, Pia, pour cette présentation. Pour respecter le timing, je propose de donner la parole donc directement à Catherine Massard, chargée de mission de communication chez COPSM. Bonjour, voilà, donc je peux vous présenter COPSM. Il y a vraiment des structures et des valeurs qu'on partage avec Agricover. Il y a quelques différences aussi. Donc je vais peut-être essayer de le pointer dans ma présentation. Donc COPSM, c'est l'acronyme de Coop pour coopérative et SM pour Entre Sambre et Meuse. Donc on est une coopérative citoyenne d'économie sociale, active dans le circuit court alimentaire et basée dans l'Entre-Sambre et Meuse, c'est-à-dire une dizaine de communes qui vont du nord de Gerpine jusqu'au sud, Couvin, en passant par Serfontaine, Philippeville, Florène, Mettey. On est basé depuis peu à Mettey, on était auparavant à Florène. Et donc, on regroupe au sein de la coopérative des producteurs et des consommateurs qui se sont réunis en fait sur une impulsion du GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse en 2017. Le GAL a mis autour de la table des producteurs et des consommateurs pour essayer donc de réfléchir à la meilleure manière de donner accès à des produits sains, locaux et durables à une majorité donc, de la population. Et très vite, ben, ils se sont rendus compte que les producteurs et les mangeurs avaient les mêmes intérêts, les mêmes envies. C'était de recréer du lien entre les paysans et les consommateurs. C'était de garantir une qualité donc, dans la production, d'avoir une production qui privilégiait la santé et qui permettait de sauvegarder l'environnement.
mais également de maintenir des emplois localement et de développer un avenir aux générations futures. Et c'est autour de ces 6 objectifs qu'ils ont décidé de créer une coopérative qui s'est développée comme un outil de distribution et de commercialisation de produits locaux sur les 10 communes que je viens de citer. Donc, on a d'abord développé un outil de vente en ligne, euh, donc un e-shop qui est en fait une plateforme de rencontre entre l'offre et la demande, sur laquelle donc, nos producteurs viennent déposer, entre guillemets, les produits dont ils disposent, sur lesquels les mangeurs viennent passer leurs commandes. Au fur et à mesure du temps, mais voilà, on s'est un peu développé. On a commencé avec un point de retrait pour cette e-shop de vente en ligne. On a maintenant 8 points de retrait. Et puis, il y a 2 ans, on a décidé de passer le cap du magasin physique. Donc, on a désormais un magasin ouvert à tous, dans lequel donc, nos mangeurs peuvent venir choisir leurs aliments, qui est aussi un lieu de rencontre et de sensibilisation, parce que c'est aussi un des objectifs de la coopérative, évidemment. Depuis peu, on essaye de se lancer sur le secteur du B2B, donc c'est-à-dire d'aller vers les collectivités, les écoles et les secteurs HoReCa. Euh, Voilà, les grandes valeurs principales de la coopérative, c'est des produits de qualité, une production locale, c'est valoriser l'agriculture paysanne, mais aussi la solidarité entre nos producteurs et entre les producteurs et les consommateurs, et aussi la valeur d'autonomie et de transparence. Donc, on veut on essaye que nos producteurs puissent reprendre la main sur leurs pratiques, devenir autonomes, et on essaye aussi que les mangeurs puissent reprendre la main sur leurs pratiques de consommation et qu'ils fassent des choix réfléchis en matière donc d'alimentation et puis des choix qui soient dictés par le marketing de la grande distribution. Et à ça, j'ajoute toujours la valeur de transparence parce qu'on essaye de rendre transparente la relation entre nos producteurs et nos consommateurs en organisant des actions de sensibilisation, des visites, des chantiers, etc. Toutes ces valeurs, elles sont explicitées donc dans une charte qui est un peu notre base de travail pour accepter ou non l'intégration d'un producteur dans la coopérative. Alors, pour pointer peut-être les différences par rapport au modèle de Recover, nous ne sommes pas exclusivement bio. Donc, on a basé vraiment notre recherche de producteurs principalement sur l'accès proximité géographique, principalement. Et on essaye évidemment de valoriser des pratiques saines pour l'environnement et la santé, mais n'est pas exclusivement bio. Et la seconde différence, je dirais, c'est que nous, on travaille avec de nombreux bénévoles. Donc, on a aussi la volonté de créer de l'emploi. La coopérative a créé 3 emplois directs, a créé de nombreux emplois indirects, mais on valorise quand même le travail des bénévoles et on profite, entre guillemets, de cette main-d'œuvre importante, ce qui nous permet aussi d'avoir des principes d'inclusion parce que donc, au sein de notre public de bénévoles, on a des publics extrêmement diversifiés. On travaille avec des personnes en situation de handicap, on travaille avec des personnes qui doivent prester des peines de travail, on travaille avec des jeunes qui font des services citoyens. Donc, on a une diversité de publics importante dans ce public bénévole, mais c'est important pour nous, cette force-là. Voilà. Donc, on est à la fois un service de distribution de produits locaux, un service, entre guillemets, de sensibilisation à une meilleure alimentation. Et donc, de ces principes d'économie sociale, mais voilà, c'est ça, c'est l'inclusion, c'est la sensibilisation et c'est la valorisation des producteurs. Voilà. Je ne sais pas si je peux ajouter encore Merci autre beaucoup, chose. Catherine. Si. Je propose d'écouter la présentation de la coopérative de Waterloo UCOP par Valérie Garnier. C'est à toi, Valérie. Merci Pierre-Yves, bonjour à tous. Oui, donc moi je représente la WUCOOP qui est située à Waterloo en Brabant wallon et on existe depuis 8 ans maintenant. Alors nous on est un petit peu différent puisqu'on est un supermarché, enfin une épicerie on va dire, coopérative et participative. Donc toutes les personnes qui font leurs courses chez nous sont aussi coopérateurs. Donc, quand on décide de rejoindre le projet, on s'engage à acheter une part, donc on est coopérateur, donc un apport financier, et de donner 3 heures de son temps tous les mois pour faire tourner le magasin. Donc nous, contrairement aux autres modèles, on fonctionne essentiellement avec des bénévoles pour tenir la caisse, pour mettre en rayon, le nettoyage, la réception des livraisons, etc. Donc aujourd'hui, on compte environ 350 membres bénévoles et on a une salariée parce qu'un de nos objectifs, bien sûr, c'est aussi de créer de l'emploi. Mais on a une salariée qui travaille à 3/4 temps.
les décisions, comment on fonctionne au quotidien, elles se prennent en intelligence collective. Donc, on est une personne, une voix. Les grandes orientations, elles se décident bien sûr en assemblée générale, mais au fonctionnement au quotidien, c'est discuté dans des groupes de travail qu'on appelle chez nous des cellules et qui sont importantes pour faire tourner le magasin. Donc, on a besoin d'une cellule produit qui va faire les commandes pour pour approvisionner le magasin. Donc, ça se fait bien sûr ça avec la personne qui est salariée parce qu'elle connaît bien le magasin et elle peut voir tout ce qui manque. Mais on a aussi besoin d'une cellule qui va faire les finances pour payer les factures, l'IT, etc. Enfin voilà. Donc la WooCoop, elle repose sur un ensemble de valeurs qu'on essaie de vivre au quotidien. Donc c'est vraiment favoriser un accès à une alimentation durable et saine pour tous, encourager une économie locale, réduire l'empreinte carbone, renforcer la cohésion sociale, sensibiliser sur les choix de consommation, pratiquer des prix équitables en soutien aux producteurs locaux et lutter contre le gaspillage alimentaire et le suremballage. Donc concrètement, ça se matérialise comment? Ben, la plupart des produits sont issus donc du circuit court. On travaille avec de nombreux producteurs locaux ou régionaux. Environ, ce sont des producteurs qui viennent de 50 km aux alentours de Waterloo. Donc ça nous permet de réduire les intermédiaires, de limiter notre empreinte carbone et de renforcer l'économie locale. Et bien sûr, de payer un prix juste à nos producteurs. On a des contrats avec eux que l'on signe chaque année pour s'assurer qu'on puisse bien prendre leurs produits, y compris quand on est parti en vacances. Donc ça veut dire que par exemple notre magasin qui normalement n'est pas ouvert aux non-coopérateurs, sur la période d'été, on l'ouvre à tout le monde pour qu'on puisse s'assurer qu'on puisse prendre tous les produits auxquels on s'est engagé envers les producteurs. On essaie d'avoir un maximum de produits bio, mais on travaille aussi avec l'agriculture raisonnée. Donc, on respecte les saisons. À la WooCoop, il n'y a pas de tomates en hiver et on essaie d'être transparent sur l'origine des produits. Et bien sûr, on a beaucoup de produits issus du commerce équitable, donc tous les produits qui ne peuvent pas être locaux, café, chocolat, etc. Et on travaille avec des grossistes comme Éthicable. On travaille aussi avec des grossistes beaucoup plus locaux, en fait, qui travaillent qui connaissent, comme vous le disiez, les producteurs. Donc, on a maintenant migré vers un nouveau grossiste qui s'appelle Interbio et qui respecte un peu plus ses valeurs. On a aussi la dimension sociale, donc pour un peu faire le lien avec un des objectifs de développement durable, inégalité réduite. On a mis en place un système de parts solidaires où chaque coopérateur, lorsqu'il fait ses courses, peut donner 50 centimes quand il passe à la caisse. Et ce système, en fait, grâce à ça, à la fin du mois, on a un partenariat avec 2 associations locales, le Frigo Solidaire et l'Épicerie Sociale, et on leur reverse cet argent et grâce à ça, ils peuvent venir faire leurs courses et avoir un accès à une alimentation de qualité. Voilà, donc la WooCoop, c'est pas juste un magasin, c'est vraiment une communauté de 350 personnes qui un jour ont décidé de reprendre le pouvoir sur leur alimentation, de soutenir une économie plus juste et solidaire. Mais comme disait Patrick dans sa présentation, comment on met ça à l'échelle ensuite? Parce que là, on reste un peu entre nous et donc il faut arriver à développer un peu plus le système. Voilà, merci. Merci beaucoup, Valérie. Donc, voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes pour les questions-réponses. J'encourage et j'invite tous les spectateurs et orateurs, oratrices à poser des questions s'ils le souhaitent. Je vais moi-même poser une question qui a été réfléchie et émise par des étudiants de haute école. C'est par rapport à la demande de produits, donc aussi bien Agricovert que COPSM que WooCoop, vous avez été créé avant la période du Covid. J'aimerais bien vous entendre sur l'évolution de la demande de produits de manière chronologique avant le Covid, pendant la période Covid et maintenant. Comment est-ce que ça a évolué et à votre avis, pour quelles raisons? Peut-être que Pia peut commencer. Oui, mais donc si on prend comme référentiel la période avant Covid, dès que le Covid est arrivé et pendant toute sa période,
on a eu une explosion de la demande, aussi bien dans les magasins que sur le site de vente en ligne. En B2C. En B2B, c'était une réduction de la demande puisque bien sûr tous les restaurants, les écoles et tout ça étaient fermés. Mais donc nous, pendant le Covid, je crois qu'on n'a jamais autant travaillé de notre vie. C'était incroyable, tout en sentant très vite et très fort que malheureusement, ce n'était pas un changement qui allait perdurer. Donc, on s'est attendu à la rétraction de cette demande quand les gens sont retournés au travail, avaient moins de temps, pouvaient retourner en vacances et ont repris d'autres habitudes alimentaires et de vie. Ça s'est encore plus aggravé avec le conflit en Ukraine. Donc là, là, il y a eu énormément d'inflation, les gens ont eu peur, ont aussi changé d'habitude. Et alors là, maintenant, on va dire que l'année 2022 a été extrêmement compliquée au niveau de la demande. Et 2023, 2024, ça s'est bien rétabli, aussi bien en B2B qu'en B2C. Et on est sur un bon trend, une bonne moyenne là pour l'instant en 2025. Parfait, merci pour ces éclairages. Je ne sais pas si Valérie ou Catherine, vous avez des éléments à apporter toujours sur cette question. On a vécu exactement la même situation durant le Covid. Nous, on ne faisait pas encore de B2B, donc on a explosé en effet notre activité, nos chiffres durant le Covid. Ça s'est malheureusement assez vite tassé. On a eu des rebonds lorsqu'il y avait des manifestations des agriculteurs. Mais voilà. Nous, on sent vraiment un bon développement de notre magasin. La vente en ligne, ça s'avère plus compliqué. On trouve que depuis un an, ça se tasse et on a vraiment des difficultés à aller. Enfin, on ouvre pourtant des nouveaux points de retrait, mais on a vraiment des difficultés à aller chercher des nouveaux mangeurs via le canal de la vente en ligne. Ok, Valérie, Oui, même constat à la WOOCOP, hein, pendant le Covid, on a fait 25% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'était tout à fait incroyable, mais comme un peu partout, c'est revenu plus ou moins à la normale. Et nous, sur les 2022 a été aussi très compliqué avec l'inflation. 23, 24, une certaine stabilité. Et nous, 25 est une très bonne année, mais aussi liée au fait qu'on a élargi notre offre. Donc nous, on a quand même un des objectifs, c'est d'être un one-stop shopping. Et donc, on a élargi la gamme. Et ça nous a, oui, et donc du coup là, on a vraiment les gens viennent beaucoup plus, achètent beaucoup plus, donc on est très content. On est sur une bonne pente, on va dire. parfait. Merci beaucoup. Donc, autre question qui est plus axée sur le bénévolat dont il était question ici. Donc, chez Recover, on a bien souligné qu'il n'y avait pas de bénévoles. Voilà, COPSM et WOOCOP sont basés plus sur un système de bénévolat, même s'il y a un minimum de contrats, surtout chez COPSM. Donc, je voudrais vous entendre surtout au niveau de COPSM et de WOOCOP sur les avantages, les inconvénients justement de travailler dans un système basé sur le bénévolat. Et deuxième question qui est liée, c'est est-ce que vous seriez viable si vous deviez fonctionner sans bénévole? Vas-y, Valérie. Je peux commencer. Euh, oui, donc nous, on a 350 bénévoles et un trois quarts temps. Donc, euh, il y a de nombreux avantages. Diversité de profils, ça nous permet d'avoir une intégration, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'idées différentes. Donc, c'est très enrichissant. Les inconvénients, c'est quand même l'engagement des gens, la responsabilité, parce que même si nous, on a tous décidé de faire partie de ce projet, mais on dépend des bénévoles pour faire tourner le magasin, parce que si on n'a pas de shifter, le magasin, on ne peut pas l'ouvrir, en fait. Donc, et donc ça, on sent aussi parfois un peu un désengagement, parce que chacun ça a une vie privée, professionnelle à côté, et donc d'autres engagements. La gestion du changement peut être aussi parfois difficile parce qu'on a 300 personnes à former si on change un système. Donc voilà, c'est quand même pas toujours facile à gérer.
On a aussi parfois une population qui peut avoir des difficultés avec le numérique. Donc nous, on sent très fort la fracture numérique, par exemple. Donc à la question est-ce qu'on est viable sans bénévoles, la réponse pour nous elle est non, hein, ça c'est certain, hein. On peut pas, notre modèle, c'est pour ça que les recherches qui sont faites sont vraiment importantes pour voir comment développer ces modèles et pour qu'ils soient pérennes sur le long terme et avec de l'emploi rémunéré, puisque notre objectif aussi à nous, c'est de créer de l'emploi. On espère créer un emploi l'année prochaine supplémentaire. Très bien, merci. Catherine, est-ce que tu as des éléments à rajouter sur cette question du bénévolat donc chez COPSM? Donc, nous, chez COPSM, on est 3 employés, un temps plein pour la gestion du magasin. On a tenté une gestion du magasin uniquement par des bénévoles pendant quelques mois. En termes de coordination, c'était un grand casse-tête. Très vite, on s'est dit que, en termes de coordination et de communication entre les équipes, c'était vraiment compliqué. Donc, on a très vite engagé quelqu'un à temps plein pour le magasin. J'ai un collègue qui est donc maintenant responsable du développement du B2B, un peu des aspects logistiques, gestion de stock, achat, et puis moi, à la coordination et à la communication. On a une centaine de bénévoles actifs parce qu'on a des bénévoles sur les points de retrait, donc on a une équipe de 3 à 8 bénévoles par point de retrait, on en a 8. Et puis, on a des bénévoles actifs dans notre centre logistique, on va dire, pour la préparation des commandes. Les avantages, je vais répéter ce que Valérie a dit. Oui, c'est évidemment la diversité des publics, l'intelligence collective qui peut naître de tout ce groupe. La diversité des publics, c'est vraiment un enrichissement important. Les inconvénients, voilà, c'est qu'on doit compter sur la bonne volonté des gens et on ne sait jamais s'ils seront là, s'ils ne seront pas là. C'est parfois aussi compliqué lorsqu'on veut se professionnaliser, travailler avec des bénévoles parce que voilà, il y a en effet une réticence au changement, il y a en effet euh, difficulté de communiquer lorsqu'on a un public diversifié, surtout voilà, ils s'aiment sur différents points de retrait. Donc, oui, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement formés à l'aspect commercial, par exemple, à l'accueil d'un client sur un point de retrait. Et donc là, ces aspects-là sont plus difficiles à gérer, mais c'est en effet une force dont on pourrait difficilement se passer. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, il est 13h01, donc le webinaire touche à sa fin. Apparemment, il n'y a pas de questions émanant des participants. Donc il me reste à vous remercier sincèrement, chaleureusement, pour chaque orateur, oratrice, pour vos présentations, votre préparation. Merci beaucoup. Donc c'est un document qui sera, je le répète, disponible sur YouTube et sur les sites bftf.be et ftsu.be. Merci beaucoup et excellent après-midi à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.